Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. On peut aller très loin dans le domaine de l'humour, mais aussi on peut le pratiquer en venant de très loin. Le maître de la caricature que vous êtes est parvenu à démontrer que l'humour n'a pas de frontières. Bonjour Pancho. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes caricaturiste, notamment au Canard enchaîné. On va en parler avec un parcours assez étonnant, puisque c'est le principe des clés d'une vie de raconter le parcours. Vous sortez chez Baker Street Fake Book, La vérité où je mens, un recueil de dessins dont on va parler. Mais pour parler de vous, il faut évoquer votre parcours. Donc, j'ai choisi 4 dates clés de ce parcours. La première ne vous concerne pas directement, c'est pas un très bon souvenir, mais elle est importante. C'est le 27 juin 1973, le coup d'État en Uruguay, où les militaires prennent le pouvoir et la censure va être très présente. Vous vous souvenez parfaitement de ce jour-là, je suis sûr. Oui, je me souviens, c'était la dissolution du Parlement. Et la censure avait commencé un peu avant, avait commencé à peu près à la fin des années 60, 68, quelque chose comme ça, parce que il y avait des problèmes sociaux, il y avait la situation était un peu difficile déjà, il y avait la crise, et pour éviter des manifs et tout ça, le gouvernement avait pris ce qu'on appelait les mesures de sécurité, des espèces d'état de siège. Oui. L'état de siège qui avait inspiré les films de Costa Gavras de même nom, avec Yves Montand, et que c'était l'histoire de l'Uruguay, l'histoire de cette époque de l'Uruguay. Alors, la censure avait commencé un peu à cette époque-là, et la suspension des droits, des garanties constitutionnelles aussi. Alors, on s'était habitué à vivre un peu avec ça, mais il y a eu quand même des élections l'année 71 et on ne pensait pas qu'une dictature pouvait s'installer. On ne pensait pas jusqu'à la dernière minute. Alors, vous travaillez à l'époque, Pancho, pour un journal qui s'appelle Marcha, qui est un peu le monde de l'Uruguay, et vous faites des caricatures, et vous vous moquez à l'époque de l'actualité internationale et de celle de votre pays, jusqu'à ce jour-là. Exactement, oui. J'avais commencé à faire une page d'humour, c'était la dernière page, c'était un format tabloïd. Et j'avais commencé en 69 et jusqu'à la clôture définitive de ce journal. Et puis, vous êtes né à Caracas, c'est-à-dire au Venezuela. Venezuela, on ne sait pas très bien ce que vous c'est d'ailleurs en France. On sait que c'est en Amérique du Sud. Oui. C'est un petit pays. C'est un pays très beau, au nord de l'Amérique du Sud, disons à côté de la Colombie. Et c'est un pays très gai, même avec la crise et tout ça. Et les différences culturelles avec l'Uruguay étaient assez fortes à l'époque, le sont toujours, mais ça a changé quand même. Oui. Alors, Caracas, ça s'appelle Santiago de Léon de Caracas, c'est le nom officiel qu'on n'emploie pas. Mais le Venezuela, on connaît à travers des chansons, et Marie Laforêt a été la première à interpréter le Venezuela. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud, les chansons sont connues grâce à Marie Laforêt, qui à la fin des années 60 enregistre des chansons qui sont des chansons du folklore de votre pays, Pancho. Ah, fantastique, je ne la connaissais pas. Mais alors, vous êtes né d'un père vénézuélien et d'une mère uruguayenne. Votre vrai nom, c'est Francisco Graels. C'est ça. Et pourquoi Pancho? Oui, parce que en Amérique du Sud, en Espagne aussi, à tous les Francisco, on les appelle soit Pancho, soit Paco. Paco Ibáñez, par exemple, c'est Francisco aussi, Paco de Lucia aussi. Et moi, on m'a mis Pancho, comme mon grand-père. Voilà. Alors, vous avez émigré à Montevideo avec votre mère. Vous avez quelques années à peine. J'avais 6 ans, oui. Voilà. Et puis un jour, à 10 ans, vous découvrez le dessin grâce à un livre trouvé chez votre grand-père, je crois. Oui, c'était un portfolio de dessins d'un grand dessinateur espagnol qui avait vécu au Venezuela, qui s'appelle Sánchez Felipe, il est décédé, je crois que c'est un peintre aussi. Et c'était des dessins extraordinaires qui m'impressionnent même aujourd'hui. Il était caricaturiste et portraitiste. On connaît mal la caricature parce que, bon, la caricature, déjà, les Grecs et les Romains faisaient des caricatures. En France, je crois que les premières caricatures politiques datent de Louis-Philippe. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est que la caricature dans ces pays lointains, Pancho. Et il y a de très bons professionnels. Il y a en particulier un qui m'a marqué énormément, un Uruguayen qui a fait carrière en Argentine, qui s'appelait Hermenegildo Sabat, décédé il y a 2-3 ans.
Mais il y a beaucoup d'autres aussi. Et la caricature, dans ces cas, c'est trouver la façon d'exprimer autrement les visages. Mais dans les cas des savates, que c'est des choses que j'appréciais beaucoup, comme dans celle de David Levine, l'américain, cette déformation n'est pas ridiculisante. C'est une mise en valeur. C'est une mise en valeur autrement de la personnalité. Et c'est ce que j'ai essayé de suivre moi aussi. Alors justement, l'humour du côté de l'Amérique du Sud, on connaît mal. La caricature ressemble un peu à ce qu'on fait en France aussi, Pancho. Oui, il y a beaucoup de tendances. Il y a des dessinateurs extraordinaires. Au Venezuela, il y avait un grand dessinateur, Pedro León Zapata, qui est décédé aussi. Au Brésil, il y a de très bons professionnels. Et en Argentine aussi. Je ne connais pas tous. Au Mexique aussi, évidemment. Mais on ne les connaît pas forcément en France. Non, la plupart, on ne les connaît pas. Malheureusement. Mais ils ont du succès dans leur pays. Ah oui. Et ils auraient du succès en France si on les connaissait. Je veux dire, ça enrichirait Parce que la forme d'humour est exactement la même. Pas exactement, parce que dans chaque pays, on favorise l'humour national, local, avec les codes propres du pays. Mais il y a un humour universel, oui. Alors, quand vous découvrez ce livre à 10 ans, vous vous dites, Pancho, un jour je serai caricaturiste. À l'époque, non. Et j'aurais aimé. J'ai commencé à imiter, à copier tout ça. Mais je ne pensais pas que je pouvais arriver un jour à faire une profession, gagner ma vie avec les dessins. Et puis un jour, je crois que vous vendez des livres au porte-à-porte, oui. Et que ça va être le déclencheur. Exactement, vous êtes très bien informé. Oui, je ne savais pas, j'avais commencé des études pour être ingénieur que j'ai abandonné parce que je n'avais pas la patte pour être ça. Mais oui, j'ai passé une période où j'ai vendu des livres, des encyclopédies, des choses comme ça. Et un jour, dans un café, je me rencontrais avec un confrère qui a vu mon agenda qui était plein de dessins. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, non, c'est des choses que j'ai fait pour moi. Mais tu pourrais gagner ta vie avec ça? Et je dis, je crois pas, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et alors il m'a dit, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne fais pas. Et alors, quelque part, c'était un challenge. Et j'ai commencé à visiter des journaux et à présenter mon boulot et ça marchait. Voilà. Il se trouve que quelqu'un d'autre a débuté comme vous en vendant des livres au porte-à-porte, c'est Georges Moustaki. Jean-Pierre Renet, son beau-frère, vendait des encyclopédies et Moustaki a débuté comme ça. Et à force de faire la manche, il a aussi réussi dans la chanson. Magnifique. Alors, encore faut-il se trouver des journaux pour faire des caricatures. Oui. Et vous avez finalement trouvé Marcha, je crois, qui est un journal qu'on ne connaît pas en France, mais qui est l'équivalent du Monde, Pancho. C'était, oui, parce que c'est lui qui le dirigeait. C'était un grand journaliste, parmi les plus grands que j'ai rencontrés dans ma vie, s'appelait Carlos Quijano, qui était francophile. Il avait fait des études d'économie à Paris dans les années 20. Il était francophone, absolument. Et à Marcha, il avait une collection du Monde. Il recevait le Monde, il publiait des papiers du Monde, de l'Express, de le Nouvel Obs. Et il y avait, au début, il y avait une série de très bons dessinateurs. Et je suis commencé comme caricaturiste, pas dessinateur d'humour, mais... Caricaturiste, mais en même temps, vous observiez le monde politique, le monde local. Oui. Et alors, il y avait une chose très particulière, ce sont les tarifs. Les tarifs sont très différents de ce qu'on peut imaginer en France, dans ces pays-là, en Amérique du Sud, Pancho. Les tarifs pour être payés quand on fait des caricatures. Oui, mais à la différence de la France, et à l'époque, la France payait par rapport au format dans la page. Oui. C'est-à-dire que c'était un petit dessin, on payait un peu moins, c'était un peu plus grand, on payait un peu mieux. Là-bas, c'était toujours le même prix. Mais évidemment, c'était pas exactement comme en France. Alors, vous avez été repéré. Ça a commencé, vous avez commencé à y croire, et vous avez travaillé pour plusieurs journaux qu'on ne connaît pas en France, Extra, Frente, Ahora. Ce sont des journaux qui avaient beaucoup de succès là-bas? Oui, ils ont du succès, mais quelque part, parfois, un journal était fermé par les mesures de sécurité ou par la dictature, et alors il réapparaissait avec un autre nom. Oui. Il y avait à peu près la même équipe. Alors j'ai passé par plusieurs. Vous êtes passé par plusieurs à chaque fois, et en apprenant votre métier, parce que vous n'avez jamais fait de cours, d'études de beaux-arts. Oui. Comment on fait dans ces cas-là?
Et oui, j'ai appris en regardant le travail des autres. J'ai appris des autres, disons. J'aurais dû faire Beaux-Arts. Oui. Mais à l'époque, ça m'attirait pas énormément parce que je voulais faire de la peinture. Je l'ai fait pendant toute ma vie. Mais et à ce moment-là, Beaux-Arts, c'est dédié à l'abstraction et ça m'intéressait pas énormément l'abstraction. Je suis plutôt figuratif. Alors, il se trouve aussi qu'à l'époque, la caricature était autorisée jusqu'à la Révolution, mais la caricature n'était pas quelque chose de franchement méchant, c'était souriant. C'était souriant, mais je me suis toujours demandé si, parce que c'était de la caricature politique, si ça pouvait convaincre quelqu'un ou seulement épauler ceux qui les étaient déjà convaincus. Je me pose toujours la question. Mais quand je vois que les dictatures ont très peur de la caricature politique, alors je me dis, ça doit avoir un effet quelconque. Oui, c'est-à-dire que finalement, quand il y a eu la censure en Uruguay, entre autres, vous n'avez pas été inquiété parce qu'on se méfiait de vous, car vous étiez un caricaturiste. Oui, quelque part, peut-être, oui. Et finalement, mais c'est assez étonnant, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Oui, mais je suis parti parce que je ne savais pas jusqu'à quel point les militaires avaient le sens de l'humour. Oui. Donc vous êtes parti et vous avez fait plein d'autres choses. On va en parler à travers une autre date, le 10 février 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Pancho. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pancho, caricaturiste au Canard enchaîné entre autres et beaucoup d'autres choses. Vous publiez chez Baker Street Fake Book, La vérité ou je mens, un livre de dessins et de caricatures sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais votre parcours qui a démarré donc en Uruguay jusqu'à la dictature, eh bien, il est passé ensuite dans d'autres pays. Et le 10 février 1990, d'après mes archives, c'est votre première télé. Vous présentez un livre qui s'appelle Laisse-moi te dire ou Pas ni problème, une bande dessinée sur la vie quotidienne aux Antilles. Non, juste, c'est pour ça que je ne connaissais pas la date. Non, il y a un dessinateur aux Antilles qui signe Pancho aussi. Et parfois, on se trompe et on me demande la permission pour publier ce dessin. Mais c'est pas moi, c'est un confrère. Mais c'est un confrère qui finalement a présenté cet album en France. On a cru que c'était vous. Tout à fait. C'est assez étonnant. Alors la France, vous l'avez découverte, je crois, en 1981, lorsque vous êtes venu passer une semaine à Paris. Oui, j'étais invité à un festival de cinéma et presse à Strasbourg, et qui malheureusement ne s'est pas répété. Et c'était les cinémas sur les faits divers, les faits journalistiques. Et alors, il y avait les films Tous les hommes du président, par exemple, sur le Watergate. Oui. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Woodward et Bernstein. On a déjeuné ensemble. Même. Je me souviens, il ne se souvient pas, parce que j'étais personne à l'époque. Mais c'était très excitant. Alors, tous les films, c'était à partir des choses qui étaient parues dans la presse. Et donc, de vos dessins, vous ne connaissiez pas la France à l'époque, vous ne parliez même pas français. Et je ne parlais pas, je pouvais lire parce qu'en Uruguay, à mon époque, c'était obligatoire 4 ans de français au lycée. Ah bon? Alors, j'étais un mauvais élève, c'est ça le problème. Mais je pouvais les lire. Alors, vous êtes en France, mais avant, il y a eu d'autres détours. Quand vous avez quitté l'Uruguay, vous êtes parti d'abord en Argentine, Pancho. Pourquoi l'Argentine? L'Argentine, parce que c'était à côté, parce que c'était encore une démocratie, parce que ma mère restait en Uruguay, je suis fils unique, alors je ne voulais pas aller trop loin. Mais j'aimais beaucoup cette époque, je veux dire, ça n'a pas été facile, mais en Uruguay, on suit l'actualité argentine, c'est à côté. Le problème, c'est qu'on pense qu'on connaît beaucoup. Non, quand je suis arrivé en Argentine, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas énormément la réalité. Parce que l'Argentine, il y a une légende, Madonna l'a interprétée, c'est Eva Perón, bien sûr. Exactement, oui. C'est une légende qui persiste en Argentine, je crois. Surtout son mari, c'est Juan Domingo Perón, l'ancien dictateur argentin, qui a été élu président après, à la fin de sa vie. Et la première époque, c'était une dictature, après, ça a été dans la démocratie. Mais c'est un personnage incontournable en Argentine, et ça me fait penser parfois un peu au pape, parce que le pape, je crois qu'il s'est inspiré aussi de Perón, et on ne sait pas exactement s'il est de gauche ou s'il est de droite. Et il y a des gens de gauche qui pensent qu'il est de gauche, il y a des gens de droite qui pensent qu'il est de droite, et Perón cultivait ça.
Il avait ce talent. Et d'ailleurs, Evita Peron, il y a des choses mystérieuses. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a complètement truqué sa date de naissance, son lieu de naissance, son vrai nom. Il y a quand même des mystères bizarres. Oui, Cachan. probablement, oui. Je ne connais pas toute l'histoire, mais... Les chercheurs s'y penchent pour l'instant. C'est un personnage mystique. Alors, vous arrivez donc à Buenos Aires, et là, vous trouvez du travail dans un journal qui s'appelle Noticias, je crois. Exactement. Qu'est-ce oui. que c'était? C'était un journal avec lequel j'avais commencé à collaborer dès Montevideo quelques semaines auparavant, parce qu'il y avait l'ami uruguayen qui travaillait dans ce journal et avait présenté mes dessins. Et alors j'ai commencé avec une bande dessinée, une comic strip quotidienne, et qui avait plu à un des chefs de la rédaction, que c'était le grand poète Juan Gelman, argentin. Et c'est grâce à lui que j'ai pu entrer. Et aussi, j'ai collaboré avec une publication qui s'appelait Crisis au début. Et Satyricon aussi. Et Satyricon, oui. Qui étaient des journaux pas humoristiques au départ. Non. Crisis était une revue culturelle dirigée par Eduardo Galeano, grand écrivain uruguayen. Et Satyricon, c'était une publication, oui, humoristique, au mot général, pas nécessairement politique. Alors, l'humour que vous aviez à l'époque, est-ce que c'était l'humour lié à l'Argentine, au Venezuela ou à d'autres pays? Non, c'était un peu ce que j'avais fait en Uruguay, mais en Uruguay, c'était plutôt politique. En Argentine, c'était humour général, intemporel, international. Et assez absurde. Oui. Résolument absurde. Et assez absurde parce que l'Amérique latine était très influencée par l'humour anglo-saxon qui était souvent absurde. Alors, il se trouve qu'il y a une dictature en Argentine 2 ans plus tard, rebelote. Vous partez, cette fois-ci, Pancho, vous revenez au Venezuela. Oui, parce que j'ai vu cette dictature venir. Alors, avec ma famille de l'époque, on est parti au Venezuela. C'était le pays où j'avais un passeport, parce que en prévision de ce type de choses, je l'avais pris. Et j'avais mon père qui habitait là-bas encore. Partie de la famille paternelle habitée au Venezuela. Et donc, il y a un journal qui s'appelle El Nacional, qui est encore une fois l'équivalent du Monde, qui vous engage. Exactement, et c'était grâce les grands dessinateurs vénézuéliens Zapata qui m'a présenté, qui faisait tous les jours un dessin d'humour national vénézuélien que j'étais incapable de faire ou de concurrencer. Alors, je me suis spécialisé dans la politique internationale. Voilà. Et vous avez, pendant plusieurs années, effectivement, caricaturé ce qui se passait aux États-Unis et même en France, d'ailleurs. Même en France, les premiers papiers du Monde que j'ai illustrés, c'était au Venezuela, dans la page des papiers étrangers. Et il y avait aussi un magazine d'économie, je crois que ça s'appelait Numéro. Oui. Là aussi, c'est différent. Là, vous étiez le directeur artistique, Pancho. Oui, on m'avait embauché pour faire ça, la direction artistique. Et puis donc la France, vous décidez en 83 de venir en France, alors que vous travailliez au Venezuela. Pourquoi? C'était parce que le Venezuela m'a permis d'arriver au maximum de mes possibilités. Je dois les reconnaître et les remercier. Mais il y avait un moment où je pouvais plus avancer. Alors je me suis dit que peut-être dans les marchés internationaux, je pouvais avoir une chance. On a visité New York parce que c'était un peu l'avant-garde, mais c'était très violent à l'époque. Et quand je suis passé à Strasbourg, j'ai passé une semaine à Paris. Et après, j'étais tombé amoureux de Paris. J'ai commencé cette semaine-là à faire des contacts, Novelos, magazine littéraire, Le Monde, et tous m'ont dit, oui, si vous êtes là, on vous commandera des Vénézuéliens. Non, c'est difficile. Voilà. Et vous avez commencé par vous installer à Montmartre, ça vous a pas plu. Et vous avez choisi le 14e arrondissement, je crois. Oui, non, ça c'était après. Au début, c'était un ami qui était correspondant de National à Caracas, à Paris. C'était l'Uruguayen qui m'a aidé à faire le contact avec les journaux et qui m'a conseillé le 14e comme un arrondissement très spécial où il habitait. Et alors, je me suis attaché au 14e. Et vous n'êtes pas le seul, celui-ci y est resté très attaché. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en. Car Georges Brassens, d'abord, lorsqu'il est monté à Paris, il s'est installé chez sa tante rue d'Alésia. Ensuite, il est parti au STO, il s'est évadé et il s'est caché à Passe-Florimont chez Jeanne. Et il a toujours vécu dans le 14e. Oui. Et il passait à Bobino parce que c'était pas loin de chez lui. Ah, magnifique. Il y avait aussi Paco Ibáñez
qui habitait par là, Oui. et Atahualpa Yupan, qui est un grand musicien de l'Argentine, et c'est un- Ángel Parra. Et donc, Le Monde vous repère et vous allez rentrer au journal Le Monde, ce qui n'est pas évident au départ, Oui. Pancho. Oui, et j'avais fait ces contacts, alors je l'avais gardé et on m'a commencé à publier des dessins dans Le Monde dimanche. Et les premiers étaient publiés 10 jours après mon installation à Paris. Parce que ça correspondait à ce que Le Monde cherchait, parce que Le Monde ne publiait pas beaucoup de dessins humoristiques. Non, seulement dans cette édition de Le Monde dimanche, il y avait un supplément, mais après, en 85, oui, ils ont commencé à publier des dessins de Plantu à la une. Oui. Et en 86, je continuais à collaborer avec Le Monde dimanche. Ils m'ont proposé de faire faire un dessin quotidien que j'ai fait pendant 22 ans. Alors j'étais censé remplacer Plantu quand il partait en vacances à la une, et sinon faire un dessin à l'intérieur, soit international, soit politique nationale. C'est un rythme effréné, ce genre de choses, Pancho. Ah oui, mais c'est magnifique, c'est un défi extraordinaire. Comment on fait? Et je sais pas, j'ai participé tous les jours, des premiers jours jusqu'au dernier à la conférence le matin. Ils m'ont invité à les faire. Et après, il fallait faire le dessin assez vite le matin. Et c'était stressant, c'était beaucoup d'adrénaline, mais c'était passionnant. Vous avez rencontré Plantu, d'ailleurs, régulièrement. Ah oui, évidemment, oui. On travaillait en parallèle. Mais en même temps, Plantu est entré dans la légende et vous connaissez un peu moins parce que vous étiez à l'intérieur, Pancho. C'est très probable, oui, mais non, on ne peut pas encore se Plantu. Alors, encore, on vient du Venezuela, il faut aller vers l'esprit français, c'est pas évident. Oui. Comment on va vers l'esprit français, Quentin? C'était pas facile, j'ai appris petit à petit, et avec l'aide en particulier de quelqu'un, Jean-Pierre Collignon, le chef des correcteurs des mondes, parce que parfois je faisais un dessin et je pensais en espagnol et on comprenait pas l'idée. Tandis que je l'avais pas exprimé de la meilleure façon possible, il la comprenait. Tandis que Collignon la comprenait. Et il me disait, non, il faut pas dire comme ça, il faut dire comme ça. Et ça a été une aide extraordinaire. Et après, après Le Monde, il y a eu d'autres choses. On en parle avec une autre date qui ne vous concerne pas directement, je vous rassure, le 10 septembre 1915. À tout de suite sur Sud Radio avec Pancho. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pancho, caricaturiste au Canard enchaîné. Vous publiez Fakebook, La vérité où je mange chez Baker Street, qui est un album de dessins dont on va reparler. On a parlé de vos débuts de caricaturiste au Venezuela, en Uruguay, et puis votre arrivée en France. Vous avez collaboré au Monde pendant 22 ans. Et puis si je parle du 10 septembre 1915, car c'est ce jour-là qu'est publié le premier numéro d'un journal qui s'appelle Le Canard enchaîné. Ah. Et oui, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ses fondateurs, Maurice Maréchal et Jeanne Maréchal, déjeunent un jour chez eux, ils disent on va lancer un canard, on cherche un titre, on pense au canard sauvage, on pense ensuite au canard libre, mais comme Clémenceau a fait un livre, L'homme libre, qu'il a débaptisé pour l'appeler L'homme enchaîné, ça devient Le Canard enchaîné. Ah, d'accord. Et vous êtes arrivé au Canard enchaîné un jour comme ça. Et c'était un journaliste de Canard, André Rollin, qui m'a présenté, que j'avais connu dans le magazine Lire. Il collaborait aussi au magazine Lire. Et alors, il m'a dit que si ça m'intéressait, il pouvait me présenter. Et alors, il l'a fait. Et j'étais bien reçu. On m'a publié un dessin qui disait l'invité de la semaine. Et je me suis dit, ça doit être un enterrement de luxe. Je ne crois pas que ça va marcher. Et petit à petit, ça a marché. Et Depuis 30 ans, vous êtes au Canard enchaîné. 38 ans, je crois. 38 ans. Alors, ça veut dire qu'on vous a expliqué tout de suite que le Canard enchaîné, c'est un quotidien qui paraît une fois par semaine. C'est ça. Et que ces jours-là doivent avoir l'actualité des jours. Voilà. C'est-à-dire que le lundi soir, vous êtes au Canard pour le bouclage et avec des dessins. Comment ça se passe? Et le lundi soir, oui, tous les dessinateurs apportaient ces dessins. Et après, il y a une sélection qui s'est faite par les directeurs, les rédacteurs en chef. Actuellement, c'est Michel Gaillard, ou Nicolas Brimont et Eric Emtas. Et alors, une centaine de dessins qui sont proposés par les dessinateurs, parce que tous travaillent librement sur tous les sujets, et ils choisissent 30 et 35. Alors vous, comment vous préparez des dessins chaque semaine qui ne seront jamais publiés? Oui, au Canard, c'est comme ça. Et
Alors, les seuls que je sais que je vais publier, c'est les dessins de la rubrique littéraire. Oui. Et les autres, on ne sait pas. Donc vous travaillez le samedi et le dimanche, vous préparez ces dessins, comment ça se passe? Oui. Et je commence à me préparer le dimanche, lundi, en fait, parce que il faut l'actualité du lundi. Mais même parfois, l'actualité du lundi est dépassée par l'actualité du mardi. Mais mardi, je ne pouvais pas aller parce que j'étais au Monde. Alors, Voilà. Donc, le Canard enchaîné, vous arrivez dans cet établissement qui est quand même une maison de famille, le Canard enchaîné. oui, vous entrez dans tout à une fait. famille. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire, ça se passe comment? Vous avez été bien reçu? Parce que la légende du canard, c'est on boit du Beaujolais tranquillement à table. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, non, c'est charmant. Mais au début, j'étais résisté par une partie de la rédaction, selon on m'a expliqué. Mais après, ça s'est surmonté. Et j'ai pas voulu savoir qui m'a résisté. Mais disons, j'étais intégré comme le reste des dessinateurs. C'est une ambiance très particulière, le Canard enchaîné, pour y travailler. C'est très particulier parce que on parle jamais des scoops qui volent les canards mercredi. On ne sait pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Alors, c'est une surprise toujours le mercredi. Et il y a une espèce de secret, omerta. C'est très secret. Mais en même temps, vous proposez vos dessins, et si c'est pas accepté, il vous arrive de revenir sans aucun dessin. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. On n'est pas déçu dans ces cas-là, on n'est pas un peu écœuré. Oui, à une certaine époque, j'étais déçu. Aujourd'hui, pas autant, parce que j'ai continué à collaborer, même après la retraite. Oui. Et j'estime que si on choisit de nouveaux dessinateurs, ils ont le droit de pouvoir faire leur chemin aussi. Ça peut arriver. Et Ouais. il vous arrive de donner des conseils aux jeunes? Non, parce qu'on ne me le demande pas. Ah non, et pas au canard, mais je veux dire, quand j'étais au Monde, surtout, il y avait, oui, des jeunes dessinateurs qui venaient parfois me demander des conseils et je les donnais volontiers. Alors, il faut savoir aussi que le Canard a été marqué par des scoops, effectivement, et un scoop qui les concernait, c'était l'affaire des plombiers. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Oui, au Canard. évidemment, oui. Que ça a marqué l'histoire du Canard, c'est-à-dire que le directeur André Escaro arrive un soir, il voit des faux policiers, et il s'aperçoit que le Canard est en train d'être écouté par le ministère de l'Intérieur Oui. pour savoir ses sources. Oui. Escarot, c'était administrateur Voilà. et dessinateur. Et donc, et ça veut dire que il y a des secrets d'État, et quelquefois tout peut arriver parce que. Oui, j'imagine, parce qu'on a toujours voulu savoir quelles étaient les sources de canard, mais sont difficiles à montrer. Un jour, Jacques Attali, qui était à l'époque le numéro 2 à l'Élysée avec François Mitterrand, m'a dit « Je fais tous les dimanches la page 2 du Canard, la page des scoops et des indiscrétions. » Ce qui prouve que les informateurs sont peut-être aussi très haut placés. Oui, tout à fait. Alors, ça vous oblige aussi, la France, à suivre l'actualité française et internationale, le Pancho. Exactement, oui. Comment on fait quand on arrive du Venezuela ou de l'Argentine? J'essaie de m'informer par tous les moyens possibles. Et au Monde, j'avais un bureau au Monde. Et alors, j'avais la chance de recevoir tous les jours une collection de journaux, une dizaine de journaux que j'avais proposé, commandé. Alors, je les étudiais. Et ça veut dire aussi un état d'esprit très différent, c'est-à-dire qu'on ne dessine pas une caricature en France comme au Venezuela ou en Argentine, Pancho. C'est pas exactement la même chose, oui. C'est parce que le public est différent, les codes sont différents. Alors, j'ai appris à arriver, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un dessin, il faut être synthétique, comme dans la publicité. Alors, il faut jouer, compter avec la complicité du lecteur. Alors, on parle des choses dont le lecteur est au courant. Et pour ça, il faut bien s'informer sur la mentalité du lecteur. Et comment on fait quand on arrive en France? Il vous a fallu quelques années pour comprendre ça, non? Oui, ça m'a pris quelques temps, et parfois j'ai fait des dessins un peu absurdes, comme pour la tradition où j'avais appris en Amérique du Sud. Et on me disait, oui, c'est intéressant, mais vous pensez que les lecteurs vont comprendre? Je disais, il faut faire confiance à l'intelligence du lecteur. Et la différence entre l'humour français, la caricature française, et ce qui se passe en Amérique du Sud, quelles sont les grandes différences, Pancho? Et les différences sont, comme disait, l'absurde est pas toujours bien compris. En France, il y a beaucoup d'humour avec les jeux de mots, que ça n'existait pas là-bas. Ou ça peut exister, mais ce sont des différents jeux de mots, les Français, c'est que j'avais appris là-bas.
Et il y a les contrepéteries, des choses comme ça, qui n'existaient nulle part autre part qu'en France. Et alors, il faut, sinon, les faire habituer à savoir que ça existe. Et vous avez réussi comme ça, petit à petit, à comprendre les jeux de mots, à créer cet univers? Je suis arrivé à faire des jeux de mots, ce qui m'étonne parfois. Mais je respecte énormément ce type d'humour. Non, il y a un humour. En France, ce qui est très intéressant, c'est que le spectre humoristique est très large. On peut aller des choses comme Sampé à Harakiri, disons. C'est extrêmement large. Ça n'existait pas autant dans l'Amérique du Sud. Ah bon, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est une forme d'humour, pas deux, quoi. Oui. Non, il y a un spectre aussi, mais pas si large qu'en France. Alors, au Canard, il y a eu différents dessinateurs, il y a différentes époques. Jean Eiffel a été dessinateur, Moisan, Pétillon, vous-même, Escarot, et puis il y a celui dont nous allons entendre la voix. Je crois que tous les dessinateurs l'admirent, Volinsky le premier, et Volinsky... Cabu. Et Cabu, vous avez tout de suite créé des liens d'amitié avec Cabu, Pancho. Oui, tout à fait. C'était un grand professionnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au Canard, Cabu était capable de faire une vingtaine de dessins pendant que nous autres faisions 5, 6, 8. Et il les faisait, et il ne les passait pas tous, mais il passait une bonne quantité. Et quand ces dessins-là étaient un peu trop forts, parfois, ils n'étaient pas acceptés par les Canards, mais il les passait à Charlie Hebdo. Voilà, parce que Cabu arrivait et dessinait sur place. Il vous arrive de dessiner sur place le soir, le soir au Canard? Quand j'ai commencé, oui, on dessinait tous là-bas au Canard. Et Cabu, lui, il avait cette tournure d'esprit très particulière. Exactement, oui. Et surtout, c'était quelqu'un de très gentil. C'était le contraire dans la vie de ce qu'il était dans ses dessins. Exactement. Il était formidable. Il ne se la pétait pas. Il n'avait pas la grosse tête. Moi, je me souviens de son bureau chez lui, dans son appartement. Il y avait le bureau avec des tas de papiers autour. Et par terre, il y avait des collections de journaux à n'en plus finir. Parce qu'il ne rangeait rien. D'accord, ça me rassure. Vous avez bien sûr vécu l'attentat de Charlie Hebdo. Exactement, oui. Vous l'avez appris comment? Ça s'est passé comment, Pancho? J'étais en train d'écouter la radio. J'écoutais une interview. C'était France Inter. C'était Trapenard qui interviewait cet écrivain, Houellebecq. Oui. Oui. Et à la fin, on a commenté ça. Et j'étais complètement... oui. C'était hallucinant. C'était hallucinant. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé les Canards, j'ai appelé Brimaud qui était là et qui m'a dit, écoute, c'est terrible, il y a pas mal de morts, davantage de ce qu'on a dit encore à la radio. Et tout ça pour Charlie Hebdo. Alors, quand on dit « je suis Charlie », il faut pas oublier que Charlie est né parce que Harakiri s'est arrêté. Il y a eu Bal tragique à Colombey qui a été censuré par Harakiri. Et le professeur Choron avait acheté pour quelques milliers de francs les droits d'un journal qui s'appelait Charlie, qui était en fait Snoopy, le personnage de Snoopy. Oui. Et il savait pas quoi faire de ce titre. Et c'est comme ça que c'est devenu Charlie. Oui. C'est assez étonnant parce que ça, on l'oublie toujours. On a l'impression. Et ça veut dire que Harakiri et Charlie ont créé un univers. Alors, le dessin humoristique aussi a évolué depuis 30 ans. Vous ne faites plus les mêmes dessins que voici 30 ans. Le rythme n'est plus le même, Pancho. Non, et il n'est plus le même, et c'est vrai. Et ça fait 30 ans que j'ai sorti mon premier livre qui s'appelait C'est parti, que c'était l'époque... C'était humour international surtout, c'était la chute des murs de Berlin, la fin de l'Union soviétique, la première guerre du Golfe. Et quand je vois ces dessins, oui, j'avais un peu plus de temps pour les faire parce que le temps s'était raccourci aussi au monde. Et puis les dessins ont évolué parce que aujourd'hui, il y a Internet, les dessins peuvent aller n'importe où, faut se méfier. Exactement, et c'est vraiment un problème parce qu'on pense à un public quand on les fait et ça peut arriver à d'autres cultures, à d'autres publics qui vont avoir une autre compréhension des dessins. Il faut pas y voir maintenant. Et comment on fait dans ces cas-là, Pancho? Il faut se poser des questions, mais on peut se tromper toujours parce qu'il faut toujours travailler très vite. Mais même dans la même société française, ça a changé parce qu'il y a des minorités qui réclament des droits et du respect. Et alors, il y a des dessins qu'on ne peut plus faire librement, sans penser que peut-être ça va être mal compris, que ça va être considéré comme
un défi. raciste, oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux s'en mêlent. Exactement. Vous n'auriez jamais imaginé ça voici quelques années, ça ne vous inquiète pas? Non, je ne serais pas imaginé, non, mais même, et je me pose la question quand je fais un dessin, si ça peut être mal interprété ou pas. Par exemple, j'ai fait deux personnages qui parlent, un personnage qui dit une chose un peu sensée et l'autre qui dit une bêtise. Et si c'est lui qui dit une bêtise, c'est une femme, ça peut être considéré comme antiféministe. Si c'est un noir comme raciste, si c'est un arabe comme islamophobe. Alors, mais même ça arrive dans la publicité. Il y a parfois des publicités où il y a des couples et c'est l'homme qui dit une chose un peu bête et la femme la chose intelligente parce qu'on ne veut pas blesser justement les féministes. Ouais, ça vous inquiète pas tout ça, Pancho? Oui, ça m'inquiète beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant si on vous censure complètement? Vous n'allez pas changer de métier à votre âge? Ah non, c'est pas de l'autocensure, mais il faut faire attention. Voilà. Et puis, il y a ce livre que vous avez sorti, dont on va parler à travers une autre date, le 21 juin 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Pancho. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pancho, caricaturiste. On a raconté vos débuts en Amérique du Sud, votre arrivée à Paris dans Le Monde, votre collaboration au Canard enchaîné. Et puis le 21 juin 2022 est sorti Fake Book, La vérité où je mens chez Baker Street, un recueil de dessins et de caricatures. Fake Book, déjà, on voit l'allusion fake news et Facebook. Oui, quelque part, oui. Oui, au début, quand Cynthia Libo, l'éditrice, m'a proposé de faire de ce livre, et je lui ai dit que le sujet qui m'intéressait, que je voulais traiter, c'était justement les réseaux sociaux. La violence des réseaux sociaux, la désinformation dans les réseaux sociaux, et je voulais faire des choses comme ça. Après, le livre a pris un peu de retard et a commencé la guerre en Ukraine, et alors la guerre a pris une partie du livre aussi. Alors, il s'est modifié au fur et à mesure que le temps passait. Le sous-titre, c'est La vérité où je mens. Oui. Là aussi, il y a un clin d'œil au film, mais ça correspond à la réalité en même temps. Quelque part, oui, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la vérité. Et il y a tellement de désinformation. Alors, c'est un recueil de dessins politiques. Il y a des inédits. C'est-à-dire que vous avez rassemblé des dessins qui sont intemporels, Pancho. Ou qui racontent l'actualité. Oui, quelque part. C'est ce que j'appelle des actualités intemporelles. Parce que les dessins des actualités absolues sont périmés le lendemain. Et si on ne connaît pas les contextes qui l'ont provoqué, on ne les comprend pas. Tandis que là, c'est des dessins qui reviennent quelque part et qui sont permanents dans une certaine actualité. Alors, il y a bien sûr l'Ukraine, et vous évoquez le Macho Blues de Vladimir Poutine. Entre autres choses, oui. Et le premier de la série de l'Ukraine, le deuxième. Le premier, c'est un char. Mais le deuxième, c'est un Poutine qui regarde un escalier qui va dans les sous-sols où il y a une porte fermée complètement qui dit Union soviétique. La nostalgie de Poutine. Et ce dessin, je l'ai fait en 2001. Il n'a pas perdu d'actualité. Je veux dire, j'ai vu venir la nostalgie de Poutine. Je ne sais pas comment. Alors, il faut en même temps, quand on fait des dessins de ce genre, se méfier. Il faut se renseigner sur l'actualité. Il faut peser la vérité ou le mensonge. Oui, exactement. Comment on fait, Pancho? Et à un moment donné, il faut prendre les risques que peut-être on ne peut pas tout prouver, mais et il y a parfois des choses qu'on voit venir, qu'on voit... Et c'est l'intuition, peut-être. Vous dites que Vladimir Poutine, pour vous, c'est l'homme qui veut aimer les Ukrainiens. Vous en moquez un petit peu. Oui. Qui mérite d'être aimé par les Ukrainiens. Oui. Alors, ça veut dire qu'il faut faire une caricature du visage de Poutine, et c'est pas simple. Il faut trouver ses traits. Comment on fait, Pancho? C'est pas simple parce qu'il a beaucoup changé aussi. Et je vois les premières caricatures que je fais de lui. Il était mince, il était plus beau qu'aujourd'hui. Et après, il a grossi. Je ne sais pas si c'est à cause des médicaments ou quoi que ce soit. Un peu comme Kadhafi à une certaine époque. Ils étaient gonflés aussi. Et il m'est de plus en plus difficile à dessiner. Ah bon? Oui. Parce qu'il grossit tellement que... Je ne sais pas. Avant, je le maîtrisais un peu mieux. Il y a aussi Emmanuel Macron que vous dessinez. Vous le faites un peu plus vieux qu'il n'est en réalité. Ah, peut-être, je ne sais pas. Là aussi, il n'est pas facile à caricaturer Emmanuel Macron, Pancho. Non, c'est pas facile non plus. Pourquoi?
Et je ne sais pas, il y a des gens qui sont un peu plus, qui résistent un peu plus que d'autres. Par exemple, Mitterrand, je l'avais assez bien saisi. Oui. Mais c'est vrai, Macron, pas trop. Pour caricaturer, il faut voir les traits du visage les plus étonnants. Ah, Comment? oui. Et il y a des confrères qui font parfois une espèce de symbole, dessin symbolique, et après c'est toujours le même dessin. J'essaye de m'approcher des personnages. Et on m'a dit que comme Sarkozy finalement était assez proche, que j'arrivais bien à les saisir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense lui. Mais pour saisir, il faut saisir le défaut, le petit trait. Comment on fait? Qu'est-ce qui déclenche une caricature, Pancho? Je ne sais pas, non, je ne cherche pas les défauts, c'est autre chose. Je cherche un dessin qui puisse exprimer ce que je ressens quand je les vois. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, Macron, dans ce livre, Fake Book, vous évoquez ces petites phrases à éviter à tout prix. Ça, c'est une mine d'or pour un caricaturiste. Oui, parce que parfois, il se piège lui-même, disons, avec certaines choses qu'il dit ou qu'il fait. Et c'est là, mais ça peut arriver avec Mélenchon aussi, ou avec d'autres politiciens. Et vous faites comme un chansonnier, vous saisissez le trait d'actualité qui peut tout changer. J'essaye, c'est pas toujours évident. Oui. Alors, dans ce livre, donc Fake Book, il y a l'économie, l'écologie et les problèmes de société, parce que finalement, c'est tout ce qui nous concerne aujourd'hui, Pancho. Exactement. Et peut-être que j'ai pas fait tout l'inventaire des problèmes de société, mais c'est à partir des dessins que j'avais fait déjà beaucoup. Quand vous voyez notre société d'aujourd'hui par rapport à celle que vous avez connue en France ou ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un moment très difficile, je pense. C'est un moment très préoccupant pour différentes choses. Et c'est-à-dire que je ne pourrais pas dire une en particulier, mais tout ça m'inquiète beaucoup. Et en même temps, c'est pas facile de faire rire de tout ça. Exactement, oui. Il y a des précautions à prendre? Pas seulement ça, c'est que pas toujours on arrive à trouver la bonne façon de montrer les sujets. La caricature, pour moi, c'est pas seulement faire rire. Parfois, c'est pas ça, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être très durs, comme la pédophilie, des choses comme ça. Je peux pas faire rire avec la pédophilie. Mais disons, parfois, c'est montrer les choses d'une façon un peu plus exagérée, comme faisait Pina Bausch dans ses chorégraphies, pour les voir autrement. Et parfois, on arrive à les montrer autrement et de nouvelles façons qui n'avaient pas été aperçues auparavant. Il y a aussi Donald Trump, que vous payez largement, en disant qu'il est imprévisible. Oui, et c'est très dangereux aussi. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est une mine d'or pour un caricaturiste. Quelque part, oui, mais il faut se méfier justement quand ça arrive, parce que parfois on peut les faire une faveur, c'est-à-dire on peut les rendre plus sympathiques qu'ils ne l'est. C'est un peu comme c'était arrivé, des gens qui critiquaient énormément Chirac, et à un moment donné, c'est devenu une victime de ça, et ça l'a rendu sympathique. Mais Pinochet, on finissait au Margaret Thatcher. C'est des personnes que je n'aime pas, mais on courait le risque de les rendre sympathiques. Donc comment on fait dans ces cas-là? On évite de le faire. et d'ailleurs, Donald Trump, il y a un dessin où vous dites « je fais ce que je veux, quand je veux », et il se lève dans une réunion et il va aux toilettes. C'est totalement absurde, ça aussi. On imagine que c'est ça, oui. Et vous dites dans ce livre, on ne change pas un Trump qui perd. C'est une prise de position. Oui, parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Oui. Mais vous, quand vous observez la politique, vous restez objectif ou alors quelquefois vous prenez position, Pancho? Non, je crois que je prends une position. C'est difficile de faire objectif complètement. J'ai des a priori comme tout le monde, mais on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec ce que je fais. Alors, il y a aussi une chose que vous évoquez qui existait peu dans le dessin jadis, c'est le zapping. Ah oui, je l'ai fait dans la partie finale. C'est fou parce que c'est des dessins du monde. Le zapping, c'est une sélection de ces dessins du monde que j'ai fait pendant 22 ans, au format où je les avais faits, comme si c'était des coupures de presse. Et c'est fait à partir d'un confrère dessinateur qui m'a montré un jour, il avait un classeur avec mes dessins qu'il avait découpés.
Et il est venu dans une exposition que je faisais à la Villa des Arts, des portraits, avec ses classeurs. Et tout d'un coup, il l'a mis sur la table et les gens qui regardaient l'exposition étaient éblouis par les classeurs, étaient plus intéressés par les classeurs que pour les dessins qui étaient exhibés dans l'exposition. Et je me suis dit, peut-être je dois montrer, parce que là, il y a différentes possibilités, il y a différents... Des dessins intemporels en plus. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a, dans ces dessins, vous dites à un moment, l'immunité, ça ne s'use que si l'on s'en sert. Exactement, oui. Mais ça aussi, c'est une chose en France qui existe, mais que vous avez appris à connaître, parce qu'en Amérique du Sud, c'est pas l'immunité, c'est la C'est censure. pas exactement la même chose. Non, oui. C'est quoi là-bas? Et je ne sais pas, là-bas, c'est d'autres choses. L'immunité existe, mais on le dit autrement. Mais ce qui existe aussi beaucoup, c'est l'impunité. Oui, c'est autre chose. Alors, il y a aussi ces réseaux sociaux, bien sûr, dont on parlait, que vous évoquez dans ce livre. Pour vous, c'est une mine d'or aussi de caricature et une inquiétude. C'est une inquiétude. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. Je vois les gens qui sont et j'ai pas le temps pour ça. Mais ça m'inquiète parce que ça devient très violent parfois. Et puis, il y a des portraits d'écrivains et d'artistes. Ça va de Mozart, Roland Barthes, Raymond Radiquet, Nathalie Sarraute. Pourquoi ça n'a rien à voir avec l'actualité? Non, mais c'est mon éditrice, Cynthia Libaud, qui a voulu intégrer ça dans le livre. J'ai fait ça pendant des années dans un magazine littéraire et dans un magazine livre. Et j'aime beaucoup ça aussi. Parce que dans la New York Review of Books, que je collaborais pendant une dizaine d'années. Oui, parce que vous avez aussi travaillé aux États-Unis. Oui. Parce que les États-Unis sont venus vous chercher parce que vous étiez en France. Non, je suis allé présenter mes dessins. J'ai eu la chance de connaître Milton Glaser, le pape de design aux États-Unis. C'est lui qui a créé le logo I Love New York. Et c'est lui qui m'a proposé dans le New York Review of Books. Et parmi les caricatures qui sont dans ce livre Facebook, il a la caricature de cette chanteuse. Patti Smith, que vous aimez apparemment. Ah oui, beaucoup. C'est que c'est une chanteuse très particulière. Elle a participé à une société secrète qui s'appelle le Continental Drive Club, qui cherchait à lutter contre le changement climatique. Et c'est exactement comme à l'Assemblée, ils se sont réunis, ils se sont engueulés, et la société a disparu. Ça laisse présager ce qui nous attend. Et puis, il y a aussi il y a Kafka, il y a Fellini, Pasolini. Ce ne sont pas des univers que priori que vous connaîtriez. Non, comme admirateur de Pasolini, oui, de Kafka ou de Fellini c'est extraordinaire. Mais j'ai inclus aussi un qui n'est pas connu en France, mais que c'était important pour moi. C'est les compositeurs de tango les plus connus de l'histoire des tangos, c'était l'Uruguayen Matos Rodriguez. Et j'ai inclus son portrait. Et puis, il y a des dessins de vous qui ont fait le tour du monde. Il y a un dessin sur Freud qui a beaucoup marqué les gens, je crois, Pancho. Oui, c'est vrai. Un dessin que j'avais fait au Venezuela à toute la largeur de la page, format Figaro. Et c'était Freud en train de psychanalyser Freud. C'était une espèce de... Et ce dessin a eu un succès que je ne m'attendais pas. Et on me l'a demandé énormément. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis entré au monde, c'est que parce que les journalistes avec lesquels j'avais contact avaient beaucoup aimé ce dessin. Et puis, il y a un dessin qui a aussi marqué votre carrière, un dessin contre la peine de mort, je crois. Oui, ça c'était extraordinaire, c'était un privilège pour moi. Un jour, j'arrive au monde et on me dit aujourd'hui, il n'y a pas de place dans les parties étrangères, va voir la société. Et dans la société, il y avait un papier sur le 10e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et j'ai toujours été contre la peine de mort, alors j'étais content de pouvoir le faire. Et puis, il y a des expositions, car vous êtes peintre aussi. Il y a une exposition qui a marqué aussi votre carrière à la Maison de l'Amérique latine à Paris, car vous êtes peintre aussi. Oui, je suis peintre. Le problème, c'est qu'en France, j'ai pas le droit. Je dis parce qu'en France, on n'admet pas qu'on puisse avoir deux professions parallèles, deux casquettes, et avoir des succès dans tous les deux. Alors, comme j'avais eu des succès dans les dessins de presse, là, je suis un peu pénalisé. Mais je suis peintre. Oui. Vous êtes peintre et vous faites des expositions, et même vos dessins, vos peintures ont été exposées dans d'autres pays. Oui. Je crois qu'il y a Montevideo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Oui, ont été exposés. J'ai exposé une fois
En arrivant en France, j'ai posé un tableau dans le salon d'automne qui existait encore au Grand Palais. Il avait été admis. Voilà, c'est exceptionnel. Oui, oui, oui. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est ce recueil Fakebook, La vérité où je mens chez Baker Street, où l'on découvre l'actualité sous votre trait et on s'aperçoit que la caricature et l'humour, ça va bien ensemble parfois. Parfait. Vous allez continuer comme ça. Oui, j'espère continuer. À nous faire rire et à caricaturer notre société qui en a bien besoin. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci Pancho, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.